20h dans Punchline avec mes invités. Régis Le Sommier, grand reporter, est toujours avec moi. Nous ont rejoint d'abord Marion Parizet, bonsoir. Merci. Spécialiste en politique publique, et Raphaël Saint-Ville, bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef de Valeurs Actuelles. Tout d'abord, on va faire le point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot. Incendie en Isère, 80 hectares ont été ravagés depuis vendredi. Le feu, provoqué par la foudre, est toujours en cours dans le massif de la Chartreuse. 270 pompiers sont mobilisés. Par mesure de précaution, 140 personnes ont été évacuées des communes de la Buisse, de Vorep et de la Sûre en Chartreuse. Le préfet de l'Isère appelle à la plus grande vigilance en raison du vent et des températures élevées. À Lyon, un troisième homme écroué dans l'enquête concernant l'agression de 3 policiers dans le quartier de la Guillotière le 20 juillet dernier. L'individu aurait été interpellé jeudi dans ce même quartier. 2 autres suspects âgés de 26 ans avaient déjà été mis en examen pour violence volontaire aggravée sur fonctionnaire de police. Le beluga est garé dans la Seine et dans un état stationnaire, découvert mardi affaibli. Il ne s'alimente toujours pas. L'animal, habitué des eaux froides, se trouve dans l'écluse de Saint-Pierre-la-Garenne dans l'Eure. Une équipe du Marineland d'Antibes y est attendue en début de soirée. Une extraction ou une ouverture de l'écluse pourrait être envisagée afin que le cétacé regagne la Manche. Nos journalistes se sont rendus dans la cité La Paternelle, dans les quartiers nord de Marseille, où se concentre le gros du trafic de stupéfiants. Ils ont suivi une patrouille de CRS dont le rôle est de ralentir ce trafic. Un supermarché de la drogue à ciel ouvert, de la drogue qui se fait sous le regard des habitants avec de nombreuses petites mains à disposition. Fabrice Elsner, Sandra Thiombo et Valérie Labonne. Cette patrouille de CRS a pour objectif de freiner l'activité de ce supermarché de stupéfiants à ciel ouvert. Qu'il soit à pied ou en voiture, la route est signalée aux acheteurs avec ses balises lumineuses. Le dispositif là, qui est mis en place le long des pylônes, qui permet vraiment aux badauds de venir ici, de suivre le chemin, de rentrer en contact et d'être fournis dans la foulée sans avoir à descendre et en passant un minimum de temps sur site. Tout est fait pour faciliter la tâche aux acheteurs. Les tarifs sont indiqués sur les murs de la cité. Ils viennent ici, à pied, ceux-là, c'est l'alternative au drive. Ils viennent directement ici, ils sont servis à la main. Et la tarification ici, les produits vendus. Ces CRS passent leur temps à jouer au chat et à la souris avec les choufs, des jeunes guetteurs payés par les trafiquants pour signaler la présence de la police. À peine on va partir, ils vont se réinstaller. Et sous un délai très amoindri, la distribution va recommencer dans les mêmes proportions. Ces petites mains du trafic acceptent de braver le danger car elles sont très bien rémunérées. Hier soir, on a trouvé un gamin, 16 ans je crois, et 1850 € sur lui. En fait, je pense que l'opinion publique ne se rend pas compte du volume d'argent que ça engendre. Ces guetteurs sont souvent les premières victimes des règlements de compte des gangs rivaux. On sait par contre qu'ils s'entretuent. C'est assez étonnant, parce que nous, ils sont vraiment relax. On peut échanger avec eux de foot, je ne sais quoi. Il y a un petit jeu, c'est un petit jeu entre eux et nous. Et quand ils se font attraper, ils font pas d'histoire. Ces jeunes sans emploi des quartiers nord et parfois d'ailleurs constituent un vivier quasi inépuisable pour les dealers. Marion Parizet, quand on voit ce reportage, tout semble incroyablement bien organisé, tout se passe presque dans le meilleur des mondes. J'ai envie de dire, quand on voit ce reportage en pleine journée, même le CRS qu'ils ont suivi finalement semble désabusé. Oui, on a vraiment l'impression de 2 mondes qui vivent en face à face et pas du tout ensemble au final. Et c'est ça qui est particulièrement inquiétant. C'est cette capacité finalement à s'organiser en interne et dans un système qui est très, très clair. La stratégie de recrutement, même des jeunes, on le voit, on peut avoir même une stratégie de pousser à la déscolarisation de certains pour que justement ils soient plus vulnérables et qu'ils soient plus dépendants et qu'ils rentrent comme ça dans un cercle vicieux de recrutement et d'intégration dans ces réseaux-là. Ce qui complexifie vraiment la tâche pour pouvoir ensuite venir s'y attaquer, c'est qu'il faut pouvoir non seulement venir et contrôler 1 ou 2 jeunes au passage, il faut pouvoir être là, pouvoir sanctionner pour que en fait, ça devienne un coût et qu'il n'y ait plus finalement un intérêt, que le coût de pratiquer ce trafic soit plus élevé. Donc ça implique une vraie action policière qui soit présente sur le terrain, mais avec le soutien qu'il faut derrière, c'est-à-dire qu'ils prennent des risques, il faut qu'ils soient soutenus et il faut que les sanctions soient appliquées pour que derrière, il n'y ait plus cette impunité qui subsiste
juste et qui permet à tout le monde de vouloir ensuite s'insérer dans ce milieu. Raphaël Steinville, presque paradoxalement, le CRS qui est interrogé explique qu'avec ces jeunes, ça se passe plutôt bien. Il dit on parle de football, on parle un peu de tout. Quand on les arrête, c'est un petit jeu, ils font pas d'histoire. Oui, on a l'impression qu'une société parallèle s'est constituée avec des échanges frontaliers, avec une autre réalité, celle de la France. Je pense qu'il faut réaliser que, notamment, certains quartiers nord de Marseille, ce sont vraiment des sociétés parallèles. On a souvent la tentation de vouloir braquer le projecteur et sur les dealers et les petits jeunes qui font office de chauffeurs. Mais en fait, c'est toute la cité qui profite de cette économie parallèle. Il y a aussi, alors parfois de manière contrainte et forcée, mais ceux qui abritent ces réserves de cannabis. Bref, chacun y trouve son intérêt. Moi, très récemment, c'était un directeur de centre commercial qui me racontait que, notamment, parce que on a l'impression qu'il n'y a plus rien dans ces quartiers, qu'il n'y a plus de vie. Il y a des centres commerciaux et qui vivent très bien, qui enregistrent des chiffres d'affaires. Alors, je ne vais pas dire record, mais en tout cas, l'argent circule énormément. Et donc, ces habitants, aujourd'hui, ont davantage intérêt, en tout cas, c'est comme ça qu'ils perçoivent les choses, à finalement maintenir ce système plutôt qu'à le voir changer, quand bien même c'est une activité criminelle qu'ils alimentent. Et Régis Le Sommier, on le sait aussi dans ces quartiers, malheureusement, évidemment qu'il y a les règlements de compte autour du trafic de drogue, mais ces dealers et ce trafic organisent tellement la vie du quartier qu'en fait, c'est aussi ça parfois qui fait tenir le quartier, tout en, évidemment, ajoutant parfois des drames à ça. Bien sûr, parce qu'il y a des rivalités, mais la question, c'est que cette économie parallèle en France qui génère plus de 3 milliards d'euros par an, c'est quasiment, on est effectivement une économie très importante qui est extrêmement professionnelle. Je me souviens d'un sujet, je crois, qui avait été réalisé par votre journaliste Jeanne Cancard, qui avait été interviewé un chouf qui racontait que fallait pas plaisanter, fallait être là à telle heure, qu'on faisait les 3-8 et que ça plaisantait pas. Et en effet, là, ça a l'air d'être une sorte d'habitude, parce qu'on imagine que ces gendarmes et les petits se connaissent très bien, ils ont l'habitude de se côtoyer, donc pourquoi il y aurait de l'agressivité à chaque fois? C'est pas forcément nécessaire, c'est pas forcément ni à l'avantage de l'un ni à l'avantage de l'autre. Donc il y a une habitude de vie, et comme le disait Raphaël, en effet, c'est des sociétés parallèles qui se sont construites avec leurs règles, avec leurs lois, et le trafic de drogue est la pierre angulaire de la cité, en fait. Tout en découle, en fait. Tout est organisé autour. Alors, il y a le petit chouf, ce qu'on appelle les charbonneurs, qui sont ces négociants, enfin, qui vont distribuer la drogue. Et puis, il y a les appartements, c'est les nounous, où finalement on stocke. On le voit très bien. Le film Bac Nord, pour le coup, est extrêmement bien fait et montre bien toutes ces dynamiques. Mais ça montre aussi la réalité, c'est-à-dire que aujourd'hui, on a des pans entiers du territoire français. Il n'y a pas qu'à Marseille, où des cités, on entendait le Clos des Roses là, tout à l'heure, à Compiègne. Moi, je n'avais jamais entendu parler de cette cité. Visiblement, c'est un endroit où on peut trouver à peu près tout type de drogue, à Compiègne. Bon, c'est pas... voilà, on vous aurait dit ça il y a 5 ans, 10 ans, ça aurait levé les yeux au ciel en disant non, c'est pas vrai. Aujourd'hui, ça se fait de plus en plus. Donc, ces cités-là sont organisées. Le problème, il est que tant aussi, on n'arrive pas à s'attaquer à la marchandise à la source, c'est-à-dire de l'endroit où elle provient, à lutter efficacement contre les go-fast qui traversent la Méditerranée et par les pays producteurs. Je pense en particulier au Maroc, mais il y en a d'autres. Les voies de l'immigration sont connues. Les douaniers français, les douaniers espagnols, la Guardia Civile tentent tous les jours des opérations justement pour maîtriser ces envois massifs. Malheureusement, il y a une consommation aussi qui est importante en France, aux États-Unis évidemment. Toutes les cartels sont nés comme ça. En France, on est dans une situation qui est en train de virer, je pense, à l'américaine justement, dans notre rapport à la drogue et à la consommation et à la vente. La France est l'un des pays les plus consommateurs de cannabis, et je pense qu'il y a quand même aussi une action à mener
sur les consommateurs qui sont en fait qui alimentent et qui sont à l'origine de ces trafics. Si les consommateurs de cannabis qui ne perçoivent ça que comme une activité récréative ne perçoivent pas que au bout de la chaîne, il y a aussi du sang qui coule parce qu'ils consomment du cannabis, les choses ne changeront jamais. Je voudrais qu'on écoute la réaction d'Haïm Korsia, le grand rabbin de France, qui était l'invité de CNews ce matin et justement qui réagissait à ce reportage qu'il avait vu juste avant d'entrer à l'antenne. Regardez, le reportage qu'il y avait juste avant le journal sur les sommes que les gamins de 16 ans peuvent avoir sur eux. Donc, comment après leur dire, mais mon petit, tu vas faire un travail et tu vas travailler 8 heures par jour, debout toute la journée dans un magasin, à vendre des chaussures, des habits ou quelque chose. Comment le motiver alors qu'il peut gagner tellement plus en faisant quelque chose de répréhensible? Donc il faut que le bon sens, la force soit entendue pour pouvoir avoir des propositions concrètes réelles. Marion Pariset, c'est vrai que c'est quelque chose qui s'entend dans le reportage. On entend qu'ils attrapent des jeunes adolescents avec des sommes en liquide, certes, qui n'est pas leur argent de poche, mais qui sont quand même énormes. Et malheureusement, si ces jeunes-là vont aller sur le chemin du travail, ils gagneront sans doute moins. C'est aussi une réalité. C'est bien pour ça que l'importance des sanctions juridiques est si cruciale. C'est-à-dire que si on n'a pas de sanctions qui imposent un coût qui n'est pas forcément un coût monétaire, mais qui a un coût en termes de liberté, de réduction de liberté. Oui, là, ils n'invoquent que l'avantage. Voilà, là, ils n'ont que des avantages. Ils vont potentiellement peut-être être un jour passés devant un tribunal qui, faute de moyens, faute de place, ne pourra pas les sanctionner à la hauteur de ce qu'ils ont fait. Il y aura le relax où ils seront simplement relâchés faute de preuves ou autre. Et derrière, il n'y aura finalement eu aucune sanction réelle, à part peut-être un petit inconfort d'avoir été devant le tribunal à ce moment-là. Et c'est bien ça toute la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, en face, il n'y a pas de coût pour eux, hormis le coût de la vie dans ces cités, et qui peut être très élevé, comme on l'a dit, il peut y avoir le coût de perdre sa vie, mais c'est ça où, finalement, avoir un petit boulot qui, aujourd'hui, pour eux, ça ne les sort pas de la cité pour autant. C'est bien ça le problème. C'est que d'ailleurs, même s'ils ont un petit travail, même s'ils sont livreurs Uber ou autres, ils vont gagner moins, mais ils auront toujours les mêmes problèmes, c'est qu'ils seront au milieu de la cité, ils seront avec les gangs et ils seront tout aussi menacés. Régis Le Sommier, c'est vrai que cet argument, il peut s'entendre. C'est-à-dire quand on a des quartiers qui s'organisent malheureusement autour du trafic de drogue, même si c'est malheureux pour eux que ces jeunes se tournent, comme vous le disiez aussi Marion Pariset, parfois ils sont déscolarisés très tôt, etc. Il y a un moment où ils n'ont pas d'autre choix finalement. Ils sont totalement engrainés là-dedans et puis ils suivent le mouvement et ils ne reviennent jamais vers la voie entre guillemets normale d'avoir un travail et de s'insérer autrement. Mais ce qui est terrifiant aussi, c'est le traitement judiciaire des mineurs. Le fait qu'ils savent qu'ils vont être relâchés, eux le savent, et les chefs du trafic de drogue le savent d'autant plus. Donc on va organiser les points de deal avec un maximum de mineurs, en sachant que si par hasard il y a une intervention de la police, eh bien voilà, ils ont toutes les chances de ressortir immédiatement. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement compliqué, parce que ça a à faire, on le dit, il y a une urgence en France aujourd'hui à ce que l'État travaille avec les municipalités, et qu'on voit que à plein de niveaux, on a évoqué plein de fois ici la question de la colline du crack et les désaccords qui s'étalent sur plusieurs années entre la mairie de Paris et l'État français. Bon, à chaque fois, il semble que, oui, il y a des discussions, et là, on nous a dit, Gérald Darmanin, on l'a évoqué, les choses devaient s'améliorer, mais bon, en réalité, ça ne s'améliore pas. Donc, il y a une vraie réflexion à avoir entre l'échelon local, municipal, et l'échelon national sur ces questions-là. Sinon, ces cités, on va les laisser s'auto-administrer, elles seront autogérées autour de ce trafic. Et il y a aussi, alors ça semble idéal comme ça, mais on sait que le trafic de drogue reste jamais un long fleuve tranquille, et que les rivalités peuvent entraîner justement des flots de violence, en particulier à Marseille. Une partie des gros bonnets de la drogue avait été à un moment décapité, et l'échelon en dessous s'est battu avec des meurtres à la Kalachnikov. C'était aussi une spécialité marseillaise qui continue, je le précise, parce que justement,
à partir du moment où il y a un dealer qui va en prison, il perd une partie de son activité, il ressort, il y a déjà quelqu'un à sa place, et donc il y a forcément altercation, voire meurtre. Donc c'est une série de déséquilibres. L'ordonnancement de la cité autour d'un trafic et de ne faire que ce trafic ne soit l'élément cardinal de la vie de la cité, c'est évidemment malsain. D'abord, les riverains en payent le prix cher quand il y a des règlements de compte, et puis c'est un climat qui est insupportable et dans lequel on ne peut pas faire vivre ses enfants. Donc forcément, il faut au maximum, parce que je pense en même temps que c'est illusoire de se dire que la drogue va disparaître, c'est illusoire de dire que vu le style de vie que nous vivons, malheureusement les stupéfiants font partie aujourd'hui de notre société. Alors je ne sais pas s'il faut les légaliser ou trouver une manière de d'irriguer le flux et de faire en sorte que ça soit contrôlé, donc il faut en tout cas se poser la question quand on a ce type de cité dans lesquelles finalement on a laissé faire, et à la fois la sécurité de l'endroit, son ordonnancement, mais aussi toute son économie est basée par rapport au trafic de stupéfiants. Justement, est-ce qu'on a abandonné ces quartiers? Est-ce qu'il faut que l'État retrouve sa place au sein de ces quartiers? Eh bien, écoutez l'avis de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui justement aujourd'hui était en visite à Marseille. Les riches ont moins besoin de protection. Ils habitent dans des quartiers très particuliers, ils se payent eux-mêmes leurs caméras de vidéoprotection, parfois leur propre sécurité, et ils savent fuir les endroits où leurs enfants sont agressés à l'école et où eux-mêmes connaissent les cambriolages et les difficultés de la vie. Il y a rarement des points de deal près des endroits où les maisons sont les plus belles. Vous êtes là, vous êtes l'État, vous êtes le service public, là où les gens n'ont pas les moyens de se protéger. Et c'est ce qui fait la beauté de votre mission. Raphaël Steinville, là, il s'exprime devant des gardiens de la paix qui prennent leurs fonctions. Qu'est-ce que vous pensez des déclarations de Gérald Darmanin? Sur le principe, on ne conteste pas, mais une fois qu'on a dit ça... En soi, il a raison. C'est vrai que pour les plus aisés, chacun a ses nouvelles frontières. C'est de mettre ses enfants dans un lycée privé, c'est d'être à l'abri d'une maison derrière de hauts murs. Bien évidemment que tout ça, ça existe, et ça existe depuis maintenant très longtemps. Au-delà de ça, il y a quelque chose qui est très troublant et qui moi, fait écho avec ce que la procureure de la République de Compiègne vous rapportait il y a quelques instants sur cette même antenne. C'est qu'elle disait que lorsque la police agit, finalement, ces cités s'embrasent, et lorsque la police n'intervient pas et donc laisse faire ces trafics, finalement, c'est à la fois le signe que tout va bien, en tout cas que les trafics se portent très bien, mais que la police n'agit plus. Et donc, on est dans une situation assez désespérante où, quoi qu'il se passe, c'est toujours dramatique. Et donc, sauf à avoir une volonté politique forte et continue, pas seulement d'agir par coup de com', c'est presque peine perdue. Le séparatisme, finalement, c'est pas seulement un séparatisme religieux comme on a tendance à le dire de manière régulière. C'est aussi un séparatisme lié à des trafics de drogue. Parfois, ce sont les deux qui se cumulent, mais c'est ça la vérité. Et donc, ça suppose une action continue de l'État pour reconquérir ces territoires et ne pas laisser, parce qu'il y a aussi un certain nombre d'habitants qui vivent dans ces quartiers et qui vivent finalement comme des exilés de l'intérieur. Il faut rappeler que dans ces quartiers, notamment, pas seulement les policiers, mais les médecins parfois n'osent plus venir. Oui, SOS Médecins a maintenant une liste de quartiers où ils ne se rendront plus, notamment à Lyon, à Grenoble. Donc c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte, l'abandon d'un certain nombre de personnes dans ces quartiers qui vivent sous la coupe de ces gangs. Marion Parizet, est-ce que, effectivement, il disait, Raphaël Steinville, c'est peine perdue? Parce que si aujourd'hui, Gérald Darmanin, derrière ce discours, se dit on veut totalement réinvestir les quartiers nord, éradiquer totalement le trafic de drogue,
On a presque envie de souhaiter bon courage au ministre de l'Intérieur. C'est des efforts absolument considérables. C'est des efforts considérables et qui ne relèvent pas uniquement du ministre de l'Intérieur. Et c'est bien là le défi, c'est que derrière, on a des quartiers qui aujourd'hui sont quasiment des ghettos. Donc parmi les mesures qu'il faut prendre pour pouvoir vraiment les défaire, on doit passer par des mesures qui doivent être, à mon avis, radicales. Et notamment sur le logement. C'est qu'aujourd'hui, où on a vraiment une concentration de populations qui sont malheureusement, qui vivent dans une misère et certains qui ne peuvent pas la quitter parce qu'ils la subissent et ils n'ont pas d'autres options. Certains endroits, est-ce qu'on n'a pas plutôt intérêt à carrément changer, raser les tours et le modèle qu'on a construit dans les années 60-70 qui n'est plus adapté et qui a montré ses défauts pour reconstruire, repenser autrement, assurer une mixité sociale. C'est ce qui a été fait à Meaux, par exemple, à Jean-François Copé, qui se félicite de ces résultats. Exactement. Qui, selon lui, ça a fait baisser la délinquance de 110%. Assurer la mixité sociale, c'est déjà assurer qu'un minima, on n'aura pas la concentration maximale de ces populations. Mais c'est difficile parce qu'en effet, il faut faire revenir, il faut rendre le quartier attractif et faire revenir les catégories moyennes, les catégories supérieures pour qu'il y ait cette mixité. Et donc, il y a cette partie-là. Et puis, il y a la partie éducation, puisqu'il faut aussi donner des perspectives. Et pour cela, il faut aussi pouvoir permettre à des jeunes de s'extraire de ces quartiers. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas. Une des propositions, c'est la question des internats d'excellence, par exemple, de pouvoir avoir par département un internat d'excellence où les jeunes puissent être placés, qui sera pas justement assez loin de chez eux pour éviter qu'ils aient à subir physiquement, qu'ils puissent sortir de ces quartiers, qu'ils puissent voir autre chose, qu'on puisse leur donner leur chance de finalement renouer avec la promesse républicaine. Régis Le Sommier, puis Raphaël Steinville. Moi, je voulais réagir parce que je crois qu'il y a quand même, en termes d'urbanisme, beaucoup de choses qui ont déjà été tentées. Hein. Je prendrai l'exemple de la ville de Lyon, qui est une ville qui, sur 20 ans, est devenue, a été quand même incroyablement améliorée. Les berges du Rhône, le quartier de la Confluence, le nouvel aéroport, les tramways. C'est-à-dire qu'à la fois, tant dans l'architecture, je ne dis pas que, il reste encore des barres d'immeubles pas très dégradés dans des quartiers comme Vaux-en-Velin ou les Minguettes ou autres, mais si vous voulez, il y a eu un véritable effort et malheureusement la situation sécuritaire s'est dégradée puisque elle occupe aujourd'hui le centre-ville de Lyon, de la deuxième ville de France. Dans ces quartiers parfois d'ailleurs très modernes comme Confluence, c'est pas très loin de la Guillotière pour ceux qui ne situent pas. Mais... Bien sûr, et vous avez d'autres quartiers comme Villiers-le-Bel, enfin d'autres villes comme Villiers-le-Bel, je pense à cet exemple où finalement les rivalités entre cités se fassent, c'est pas des barres d'immeubles, c'est des cités qui ont été refaites déjà avec des immeubles avec moins d'étages, qui ont été censés être pensés pour être plus agréable aux gens et en réalité, la donne sécuritaire ne change pas. Donc, je crois qu'il faut une politique d'ensemble. Il y a beaucoup d'argent qui a été qui ont été dépensés dans les banlieues pour changer justement l'apparence. Pas partout, je suis d'accord avec vous. À Marseille en particulier, ça reste quand même très délabré, mais sans avoir peut-être l'accompagnement. Alors, peut-être que Jean-François Copé, lui, a trouvé la solution miracle. Tant mieux qu'il la dise à d'autres, parce que ça serait bien que ça se multiplie en France. On le voit à Lyon, ça n'a pas fonctionné. Voilà. Raphaël Steinville. Oui, pour réagir à ce que vous disiez, ce que vous avanciez comme solution, vous dites qu'il faudrait plus de mixité sociale, mais c'est aussi l'un des problèmes, c'est qu'en fait aujourd'hui les gens ne veulent plus de cette mixité sociale. Les gens ne veulent plus de ce vivre ensemble qu'on leur a vendu comme une sorte d'absolu et qui en fait fonctionne de moins en moins. Moi je pense que parmi les solutions qu'il faut, alors il y en a une très ponctuelle, mais je pense que notamment la loi qui oblige les communes à avoir plus de 20 ou 25% de logements sociaux, il faudrait finalement la limiter parce qu'en fait aujourd'hui on dépasse très largement dans certains quartiers. C'est le seuil de 30 ou 40% de population d'origine étrangère dans ces quartiers. Et la première chose, mais aussi la plus compliquée, et ça revient à plein de thématiques qui sont abordées très régulièrement sur ces plateaux, c'est la question de l'immigration, des flux migratoires qu'on ne contrôle plus. Ça ne sert à rien de se lamenter des effets dévastateurs que l'on constate à Marseille si pour autant on ne s'attaque pas à la cause première
qui est que chaque année, ce sont de nouveaux arrivants qui arrivent, qui sont paupérisés encore davantage dans des quartiers qui le sont déjà. Donc ça ne sert à rien. C'est la phrase de Bossuet, hein, Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Il faut peut-être commencer d'abord par là. Il y a eu pour compléter, pour illustrer ça, il y a eu à Marseille d'ailleurs un gros problème avec des immigrés d'origine nigériane qui sont venus et ont expulsé d'autres qui étaient déjà dans certaines barres d'immeubles. Voilà, c'est-à-dire une population et en remplace une autre. La mafia nigériane est extrêmement violente. Extrêmement violente, oui, voilà. Merci Régis Sommier d'avoir été avec nous. On continue les débats dans un instant. On va revenir sur le rodéo urbain de Pontoise et puis surtout sur les éventuelles sanctions qu'on pourrait mettre en place contre ces rodéos. On va revenir dans un instant sur le rodéo urbain de Pontoise qui a blessé 2 jeunes enfants. D'abord, on fait le point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot. Attaque au mortier d'artifice contre le commissariat de Compiègne dans l'Oise. 3 personnes ont été interpellées. Leurs gardes à vue vont être prolongées ce soir. La nuit dernière, une patrouille de police a été victime de jets de pavés dans le quartier sensible du Clos des Roses, connu pour trafic de stupéfiants, avant que le commissariat ne soit visé par des mortiers d'artifice. En France, la vague de chaleur se poursuit. 4 départements sont placés en vigilance orange canicule. Le Gard, le Vaucluse, la Gironde et le Lot-et-Garonne. Le mercure en hausse dans le sud-ouest continuera de grimper demain. Enfin, mercredi, les températures pourront atteindre localement 37 à 39 degrés. Dans l'actualité internationale, Taïwan reproche à la Chine de prolonger ses exercices militaires autour de l'île revendiquée par Pékin. La Chine a lancé ses manœuvres jeudi pour répliquer à la visite de Nancy Pelosi à Taipei. La présence de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis avait été perçue comme une provocation. Et enfin, un premier navire ukrainien a accosté en Turquie avec à son bord 12 000 tonnes de maïs. Il avait quitté le port de Tchernomorsk vendredi. En revanche, le cargo qui avait quitté le port d'Odessa le 1er août à destination du Liban n'est toujours pas arrivé. L'acheteur a refusé la cargaison en raison du retard de livraison de 5 mois. L'Ukraine recherche donc un nouveau destinataire. Je salue, avant de commencer les débats, Pascal Bito-Panelli, bonsoir, qui nous a rejoint, ancien commandant fonctionnel du service de protection des hautes personnalités et expert en sécurité. Ça tombe bien, on va parler des rodéos urbains. On va d'abord faire le point sur les suites de l'enquête après le rodéo à Pontoise avec Sandra Buisson, notre journaliste police-justice. Le suspect de 18 ans, mis en examen et placé en détention provisoire. Les investigations vont se poursuivre dans le cadre d'une information judiciaire ouverte ce lundi sous l'autorité d'un juge d'instruction de Pontoise pour les blessures involontaires commises avec 2 circonstances aggravantes, dont le délit de fuite, et qui ont notamment occasionné une ITT de plus de 3 mois pour la fillette de 10 ans. Le jeune homme risque jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. Il était inconnu jusque-là des services de police et s'est présenté lui-même au commissariat le samedi, reconnaissant avoir renversé les 2 enfants alors qu'il conduisait la veille une moto dans le quartier des Hauts de Marcouville à Pontoise. La fillette souffre d'un grave traumatisme crânien. Le garçon de 11 ans, lui, présente une fracture du tibia péroné et souffre d'une amnésie traumatique. Raphaël Steinville, effectivement, on le rappelle, cet auteur des faits s'était présenté de lui-même à la police. On sait aussi que dans le quartier, les jeunes autour avaient dit qu'ils allaient aider les forces de l'ordre à le retrouver. Est-ce que ça a pu participer à ce qu'ils se rendent, finalement, de sentir cette pression aussi? Il s'est senti un peu pris au piège? J'imagine que ça a aidé. Après, un certain nombre de policiers que vous avez pu interroger expliquent que très souvent, dans ce genre d'affaires, les prévenus... Les suspects attendent avant de se rendre que éventuellement toute trace de stupéfiant ait disparu de leur sang. Donc il y a peut-être une conjonction d'éléments qui explique que ce jeune se soit présenté le lendemain. Juste une petite précision, parce que on se concentre sur ce rodéo, mais il faut aussi rappeler que en Gironde, ce sont également deux enfants qui ont été blessés, dont un qui est en urgence absolue.
Donc c'est vraiment un phénomène qui est total en France. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce que rappelait votre journaliste, c'est la qualification qui a été retenue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut pour choquer et peut-être que ceux qui s'adonnent à ce genre de pratiques, qui n'ont rien d'un loisir, d'un sport de loisir, mais qui est une activité délictueuse et parfois même criminelle, c'est vraiment qu'ils risquent très lourd. Et c'est peut-être l'une des questions principales, c'est que au-delà de la qualification retenue par le parquet, c'est aussi de savoir quelle sera la peine effective. Un certain nombre de personnes s'étonnent que depuis cette loi sur les rodéos en 2018, où je rappelle, la loi prévoit entre 1 et 5 ans d'emprisonnement, entre 15 000 et 75 000 euros d'amende, aucune peine à ce jour n'a été prononcée dans cette échelle des peines. Et c'est ça peut-être le plus inquiétant, et là où en tout cas il faudrait pouvoir insister et que les juges se décident à appliquer fermement la loi. Marion Pariset, on dit les conséquences sont dramatiques de ce rodéo urbain, 2 enfants très grièvement blessés. Est-ce que effectivement, peut-être que cette fois, la justice a aussi envie de frapper fort, envie qu'il y ait une prise de conscience? Parce que même dans les habitants du quartier que mes collègues sur place ont pu rencontrer, certaines mamans disaient ils ne veulent pas faire de mal. C'est-à-dire qu'on peut vraiment penser que ces délinquants, quand ils sont sur leur moto, qui vont bis au milieu de jeunes enfants, à aucun moment ils se disent on peut percuter l'un d'entre eux. Oui, en effet, on peut penser que la justice ait envie de frapper fort, et si elle l'a envie, j'espère qu'elle en aura les moyens, c'est-à-dire qu'il y aura les preuves suffisantes, que le dossier soit suffisamment étoffé, parce que c'est aussi ça, la difficulté dans ce genre de cas, c'est qu'il faut pouvoir avoir la preuve, même si là, il s'est rendu, donc il y a quand même déjà le processus est bien engagé. Mais au-delà de la peine symbolique et de l'effet d'une condamnation, la difficulté, c'est qu'il faudrait au contraire que toutes les condamnations soient faites, qu'il y ait des peines à chaque acte, que ce ne soit pas tous les petits faits du quotidien qui passent inaperçus et pour lesquels on a des jeunes qui, au fur et à mesure, arrivent une fois devant les juges, mais alors qu'ils ont déjà été interpellés un nombre de fois incalculable par la police, qu'ils ont été relâchés, faute de preuves, ou bien tout simplement parce qu'il n'y avait pas moyen simplement de faire appliquer une peine. Et dans ce cas-là, voilà, on peut potentiellement arriver trop tard dans l'engrenage qui existe chez un certain nombre de jeunes. Là, a priori, ce jeune-là en question n'était pas connu des services de police, donc ça ne s'applique pas spécifiquement à lui, mais ça s'applique pour beaucoup d'autres. Et dans ces cas-là, il y a besoin que ça arrive bien avant. Donc une peine symbolique, c'est bien, mais une application de la loi systématique, c'est quand même l'idéal, et c'est ce vers quoi on devrait tendre. Pascal Bito-Panelli, on voit de plus en plus de rodéos urbains, on a de cesse de le dire. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? La loi, elle est mal faite, les forces de l'ordre n'ont pas les moyens d'intervenir? Alors, beaucoup de choses, à mon avis, déjà, c'est vrai, vous avez raison. C'est d'une part un problème récurrent de délinquance urbaine installée dans notre pays, qui monte en gamme et qui, par ailleurs, est, si j'ose dire, en pleine saison. On sait que l'été, on a plus de rodéos urbains que quand il fait extrêmement froid et que les gens sont plutôt chez eux que dehors. Première chose, on a, ça a été signalé, c'est très juste, 3 août 2018, quand même une loi qui appuie sur l'accélérateur, puisqu'on a beaucoup de peines d'amende et on a des peines de prison qui vont de 1 même à 7 ans en cas de danger de mort et de graves blessures. Donc ça, je pense que l'arsenal législatif est là. Encore faut-il qu'il soit appliqué. C'est bien la chose importante. Et que, par ailleurs, on réfléchisse à l'ensemble des remèdes qui vont nous permettre non seulement d'être dissuasifs, mais par ailleurs d'être le plus efficace possible pour limiter ça. C'est un travail de fond. Je pense qu'il sera impossible de le faire disparaître, mais qu'il sera très réellement possible de fortement le canaliser. Quand vous dites le canaliser, par quels moyens? Comment on peut essayer de canaliser au moins un peu ce phénomène? Alors déjà par une occupation du terrain, avec des patrouilles en sécurisation dynamique. Il faut qu'il y ait des policiers et des gendarmes dans la rue, ainsi que des policiers municipaux. Par une action multiforme et multipartenariale, police, gendarmerie, police municipale, maire, bailleurs, associations. Par naturellement des veilles actives sur les réseaux sociaux, à travers les centres de supervision urbaine qui vont, avec leurs opérateurs, faire des observations pointues et ciblées des quartiers les plus propices. Instaurer encore plus la caméra piéton.
faire une médiatisation des sanctions. Faire du préventif. Pourquoi pas des stages, ça se fait de moto, des stages de motocross, des informations sur le code de la route et de la reconstitution d'accidents chocs. Et aussi, au final, je le pense, une vigilance citoyenne. On dit toujours que la sécurité, c'est l'affaire de tous, mais on a aussi la possibilité, quand on est dans un quartier, de signaler des choses qui ne vont pas pour qu'une minorité ne gâche pas la vie d'une majorité qui se comporte bien. Je voudrais qu'on revienne sur un témoignage diffusé ce matin par nos confrères de RTL. C'est le témoignage de la maman de la petite fille qui a été blessée lors de ce rodéo. Écoutez-la. J'étais à côté, on est en train de marcher. Et j'ai entendu les motos qui arrivent, boum! Et j'ai mis ma tête comme ça. Oui, mon Dieu, ma fille, elle est morte. J'arrive pas à respirer, je commence à crier. Ma fille, elle était par terre allongée. Elle bouge pas, j'ai pensé qu'elle était morte. On m'a dit que son cerveau était vraiment touché. Il y a les os qui sont entrés tout au fond. Et c'est fait l'opération. On l'a mis dans coma artificiel. Souvent, le gène... Ils quittent leur chemin, ils viennent toujours là où les enfants ils jouent pour faire des bêtises avec des motos. Ils ne pensent même pas avec les enfants. C'est un lien pour que tous les enfants jouent. C'est pas les liens pour courir la moto. C'est pas. J'en peux plus. J'ai mal, j'en peux plus. Je voulais juste justice pour ma fille. Raphaël Steinville, évidemment, ce témoignage est poignant de la maman qui a assisté à cet accident, mais ça en dit long aussi sur tous ces habitants qui sont systématiquement en danger, que ce soit là, c'est des enfants, on a vu parfois des personnes âgées, des mamans avec des poussettes, tous ces gens qui en fait se retrouvent à devoir faire attention en fait eux-mêmes, alors qu'en fait ils sont quand même dans leur droit en théorie de circuler ou de jouer en bas de l'immeuble. Oui, vous avez raison. Ce témoignage, d'abord, il est glaçant et on espère que cette petite fille s'en sortira. Mais effectivement, ce sont d'abord les riverains qui en sont obligés à revoir leur mode de vie, changer leurs habitudes, parce que des petits délinquants s'adonnent à cette activité délictueuse et criminelle. Donc c'est ça qui est insupportable et c'est pour ça qu'il faut, encore une fois, des actions fortes. J'entendais Gérald Darmanin à Marseille qui expliquait qu'il souhaitait 10 000 opérations de police. Je ne sais pas s'il faut communiquer comme ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est que de manière continue, il faut que, quel que soit le territoire, les consignes soient les mêmes de la part des préfectures, parce qu'aujourd'hui, d'une préfecture à l'autre, les doctrines diffèrent. Certains encouragent les forces de l'ordre à aller au contact, à intercepter, à mettre fin à ces rodéos, quand d'autres préfèrent attendre et comptant sur la vidéosurveillance pour remonter aux coupables. Je pense qu'il faut une doctrine, s'y appliquer, s'y tenir et se montrer implacable. Aussi, je pense, vous disiez que c'était l'affaire de tous, vous avez raison. Je pense que les maires ont une vraie responsabilité également. Ils peuvent prendre des arrêtés pour interdire certaines places ou certains lieux qui aujourd'hui sont l'objet de ces rendez-vous pour ces jeunes qui font du rodéo. On parle des rodéos, mais d'ailleurs, je constate à Paris que dans certains quartiers maintenant, ce sont des rendez-vous de voitures de course qui ont lieu et qui deviennent également problématiques. Donc, les maires ont la possibilité d'interdire par décret ce genre de rassemblement. Pascal Bito-Panelli, justement sur la réponse à apporter. On se rappelle que Gérald Darmanin avait demandé au préfet de ne pas engager trop de courses-poursuites pour éviter les dommages collatéraux. On a le contre-exemple chez nos voisins britanniques où des brigades sont formées pour aller au contact, pour tenter d'interrompre ces rodéos urbains, quitte à tamponner. Est-ce qu'il y a une solution, peut-être un équilibre entre les deux qu'on pourrait trouver ? On appelle ça le contact tactique et c'est effectivement une configuration opérationnelle qui a été choisie par les Anglais parce qu'il y a une très grosse montée de la violence, notamment des vols à l'arraché par des binômes sur des motos. Efficace puisque 30% de baisse. Au niveau opérationnel, je pense que c'est bien. Le seul souci que nous aurons, c'est que d'une part, il faudra former les pilotes, policiers et gendarmes, mais c'est que par ailleurs, les forces de police en ont sans doute envie, mais vont vouloir pour cela être protégées. Bien sûr. Juridiquement en cas de problème. Donc, trouver, si telle est votre question, une position médiatrice, écoutez, sans doute, il faut y réfléchir. En tout état de cause, ce qu'on peut dire, c'est que tout particulièrement, et on voit ces belles images, au niveau des motocross, les auteurs savent qu'ils sont
difficilement interpellables. Parce que par essence même, une motocross, c'est une moto tout-terrain. Oui. Ça veut dire qu'on peut prendre tous les axes de fuite, qui plus est quand on a un bon pilote, et c'est le cas. Et c'est donc des gens qui, les difficiles de prendre en flagrant délit. Ça veut donc dire qu'il faut qu'on amplifie un travail d'enquête et de fond pour essayer non seulement de repérer ce qu'on appelle le point d'origine des rodéos et le point de chute, et trouver les locaux où sont entreposés les engins. Ça aussi, c'est un travail qu'il faut faire, un travail de fond d'enquête, je le pense. Marion Pariset, on l'entend beaucoup dire, mais une fois de plus, les forces de l'ordre sont un petit peu démunies, c'est-à-dire qu'on leur demande de ne pas trop intervenir. Et d'ailleurs, comme vous le disiez très justement, si on avait des forces de l'ordre qui vont tamponner ces délinquants-là, qui les font tomber, qui peuvent les blesser, en fait, on sait comment ça va se terminer dans l'opinion publique. On va dire aussi que la police a blessé. Et pas uniquement dans l'opinion publique, même ils peuvent être menés devant un tribunal pour mise en danger, etc. Et c'est là aussi un dilemme qui est bien plus large pour les policiers. C'est la question de la légitime défense qui aujourd'hui, la charge de la preuve va contre eux et rend très compliqué toute intervention, ou en tout cas rend très lourde, alors qu'elles ont déjà un travail, un emploi et une mission qui est extrêmement lourde au quotidien, comme on le voit quand ils sont dans des quartiers qui sont quasiment impossibles, dans lesquels on ne peut pas rentrer, dans lesquels on est régulièrement menacé, dans lesquels on peut être attaqué. Le fait aujourd'hui de mener une action et de potentiellement, en effet, risquer de blesser quelqu'un qui est pris dans un acte criminel, dans un délit, aujourd'hui, c'est eux qui risquent de porter tout le coup derrière. Et c'est bien ça le problème. Donc on aurait peut-être même besoin de presque renverser la charge de la preuve dans les cas de légitime défense pour que ce ne soit plus aux policiers de devoir prouver qu'ils avaient bien raison de mener l'action qu'ils ont menée, mais bien à ceux qui tentent de les attaquer de dire en quoi ils avaient tort. Et là, on aurait peut-être, en tout cas, on rassurerait nos forces de police, on leur donnerait les moyens de pouvoir agir dans ce cadre-là. Ça ne veut pas dire qu'on porterait non plus atteinte à l'état de droit. Il pourrait tout de même y avoir des procès, ils pourraient toujours être poursuivis, mais il faudrait en tout cas les accompagner et s'assurer qu'ils ne soient pas laissés seuls dans ces conditions. Raphaël Steinville. Oui, juste une précision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics sont tétanisés à l'idée que ce genre d'intervention, ce genre de tamponnage ne provoque des drames et n'embrase un certain nombre de quartiers. Derrière. Mais on peut contrebalancer ça par justement ces drames auxquels nous assistons, ces deux enfants à Pontoise, ces deux enfants en Gironde, qui, eux, sont pour certains entre la vie et la mort. Donc c'est ça, c'est-à-dire qu'on a toujours une sorte de primauté à vouloir choisir la solution qui préserverait les délinquants plutôt que de penser d'abord à ces victimes ou victimes potentielles de ces rodéos. On a évoqué tout à l'heure les sanctions, mais justement, on va faire le point sur ce qui est prévu pour ces auteurs de rodéos urbains avec Solène Boulan. Des moteurs de motocross ou de quad qui vrombissent en centre-ville. Des figures acrobatiques effectuées en roue arrière. Voilà à quoi ressemblent les rodéos urbains. Depuis la loi du 3 août 2018, le phénomène est un délit passible d'1 an de prison et 15 000 € d'amende. Les peines sont portées à 2 ans d'emprisonnement et à 30 000 € d'amende lorsque les faits sont commis en réunion, 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende en cas de prise de stupéfiants ou d'alcool. Dans les faits, pour éviter tout risque d'accident, les policiers sont souvent appelés à ne pas interpeller les individus. Aujourd'hui en France, effectivement, le policier ne peut pas, et notamment en province, ne peut pas poursuivre les auteurs de rodéo. Si le collègue poursuit l'auteur, ce délinquant, parce qu'il n'y a pas d'autre mot que délinquant, eh bien, s'il y a un accident, quelque chose qui se passe, même si cette personne se blesse ou pire dans sa poursuite, ce sera le policier qui sera placé d'une part en garde à vue immédiatement, avec tous les questionnements et toute la chaîne hiérarchique et judiciaire qui tomberait sur le collègue sans aucun souci. Entre 2020 et 2021, les condamnations pour rodéo urbain affichaient une hausse de 40% selon les chiffres des ministères de la Justice et de l'Intérieur. Il y a des départements, on en parlait ce week-end notamment dans le Val d'Oise, 534 faits de rodéo urbain uniquement depuis le mois d'avril. C'est-à-dire que quand on voit ces chiffres, on voit que c'est un phénomène, entre guillemets, pardon de le dire, mais très à la mode. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à les arrêter sur des zones où on entend souvent des maires nous expliquer que c'est tous les soirs au même endroit quand même ?
Et puis on peut ajouter 37 interpellations et 34 saisies. Alors on peut dire c'est pas mal. On peut aussi considérer que c'est encore trop faible. Oui, ce phénomène et ça a été déjà souligné d'une ampleur considérable et ne cesse de prendre de l'épaisseur. Je crois qu'en 2 ans, ce sont 40 000 rodéos qui ont été effectués en France. Donc il y a vraiment urgence pas seulement à commenter ce genre de phénomène, mais à agir. Moi, j'aurais été vraiment heureux d'entendre la réalisatrice qui, après avoir... Elle a le droit de faire tous les films qu'elle veut. Mais le discours qu'elle a porté au moment de la promotion de son film à Cannes était assez insupportable. Et je pense qu'aujourd'hui, il serait peut-être temps pour elle qu'elle réagisse au drame qui se profile sous les yeux. Encore une fois, ce n'est pas un art de vivre, ce n'est pas une activité loisir, c'est une activité qui provoque des drames et il est urgent d'y mettre fin. Justement, parfois dans ces films, vous faites référence qui était présenté au Festival de Cannes, notamment sur les rodéos urbains. Parfois, dans certains clips, on a tendance un petit peu à mettre en avant le rodéo urbain comme une pratique artistique. Pascal Bito-Panini, est-ce que là aussi, on ne s'est peut-être pas un peu trompé? Il faut être intraitable aussi avec ça. On ne doit pas faire la publicité de ces rodéos urbains, par exemple, sur les réseaux sociaux ni dans les clips. Oui, tout à fait. Alors, bon... On va dire que ces gens, dans le domaine des arts, se basent plus sur le cross-biking, c'est-à-dire sur cette mode de Baltimore 1990, où des pilotes ou des fous d'adrénaline et de vitesse sur des lignes d'entraînement, c'est-à-dire des routes spécifiques, prennent des risques, mais sans mettre d'autres personnes en danger, ce qui n'est absolument pas le cas. Il y a une confusion. Et il est vrai que là, c'est compliqué. Mais je suis d'accord avec ce qui a été dit. Ce film peut non seulement, bien sûr, prêter à confusion, mais on peut avoir l'impression qu'il y a un soutien et qu'il y a aussi, à ces moments-là, une certaine attaque de la police qui aurait été elle qui mettait en danger les motards. Donc ça, ce qu'on ne peut pas entendre. Donc j'ai beaucoup de mal à vous dire, mais je vous le disais bien, on a une montée de tout cela parce qu'on est en été et qu'on n'a sans doute pas fini. Malheureusement. Raphaël Steinville. Moi, c'est moins la liberté de création que je mets en cause. Lola Quiberon, elle est libre de filmer, d'imaginer les films qu'elle veut. Mais en revanche, le discours... Oui, c'est la promotion qui est allée autour. Ben oui. Et alors, dans le cas des clips, c'est encore plus problématique parce que là, pour le coup, c'est fait en dehors de toute règle, de manière sauvage. De tournage où on bloque une partie de la circulation. Voilà. Je voudrais qu'on revienne justement sur l'avis du ministre de l'Intérieur à ce sujet, Gérald Darmanin d'abord, qui a publié un communiqué pour dire ceci. À l'aune d'événements dramatiques survenus récemment, je souhaite rappeler que les rodéos urbains doivent être pris en compte avec la plus grande fermeté et mobiliser l'ensemble de nos moyens. Et puis en marge de son déplacement à Marseille, il a vanté son propre bilan en matière de rodéos urbains. Écoutez Gérald Darmanin. Il y a eu depuis 2 mois 8000 opérations par la police et la gendarmerie. Elle a fait naître 1200 interpellations, c'est du jamais vu. Et 700 saisies. Les Français doivent savoir que nous saisissons évidemment ces motos, ces quads, ces voitures, et 20 000 contraventions. J'ai demandé à la police nationale, à la gendarmerie nationale pour ce mois d'août, l'intensification encore de ces contrôles et je souhaite qu'il y ait 10 000 opérations de contrôle à partir d'aujourd'hui partout sur le territoire national pour lutter contre ces actes criminels de gens qui prennent la route pour leur route et qui viennent à assassiner des enfants. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà, le Parlement, je l'ai entendu par la voix des parlementaires, notamment de la majorité, souhaite renforcer l'arsenal législatif et pouvoir mieux condamner ces personnes qui se comportent une fois encore comme des criminels. Je serai favorable évidemment à l'aggravation des moyens pénaux qui permettront de lutter très fortement contre ces comportements absolument inacceptables. Alors, il y a beaucoup de choses dans cette réponse du ministre de l'Intérieur. Donc, on va essayer de décortiquer point par point. D'abord, Raphaël Steinville, sur le bilan, il se félicite. Il est l'heure de dire qu'il est plutôt satisfait.
Oui, mais en fait, il ne peut pas s'arrêter là. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se réjouir de 1200 interpellations et si ça ne se traduit pas pénalement par des condamnations. C'est ce que je rappelais initialement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aucun suspect prévenu n'a été condamné à des peines de prison prévues par la loi de 2018. Donc, avant même de songer à aggraver notre arsenal juridique, il serait peut-être temps juste d'utiliser ce qui est déjà à disposition par les juges, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc c'est là où la surenchère qui est compréhensive, on est dans l'émotion, mais ne servira à rien, puisque de toute façon, on a déjà une loi qui n'est pas appliquée. Justement, Marion Pariset, il annonce déjà qu'on va renforcer un arsenal juridique, législatif, sauf que c'est ce qu'on dit depuis le début, et vous venez de le rappeler. À quoi ça sert d'avoir une nouvelle loi ou de la renforcer si celle qu'on a maintenant, on ne l'applique pas? Parce qu'en fait, les mêmes causes vont produire les mêmes effets, a priori. Exactement. C'est une question de moyens de la justice, déjà, d'une partie, parce qu'aujourd'hui, les juges sont surchargés, ils ne sont pas forcément en mesure de pouvoir traiter convenablement tous les dossiers, mais aussi une question de mentalité aussi de la justice, de choisir, de donner des peines. Ce qui n'est pas forcément tout le temps le cas parce qu'on a une justice qui aujourd'hui donne beaucoup sa chance, mais dans des cas où on se retrouve avec des multirécidivistes qui n'ont plus du tout prise avec la réalité de ce que c'est que la justice et ce que c'est que la peine au final, et qui ne vont pas, des fois la peine survient aussi tellement tard après un acte qu'on n'est absolument plus dans la logique de pouvoir comprendre, de pouvoir faire comprendre que l'acte est relié à la sanction. Donc on a une justice qui sur ce plan est totalement défaillante, et si on ne travaille pas sur ce plan-là, on n'y arrivera pas. Et puis il y a toute la partie en amont et qui là est de sortir les jeunes par ailleurs, par l'éducation, par des activités, par physiquement les sortir, là encore, par des scolarités loin de ces cités, généralement, pour qu'ils ne soient pas pris dans cette spirale-là. Mais ça implique des moyens. Il me semble qu'il y avait le cas sur une jeune fille qui a été poignardée il y a quelque temps, qui, elle, était à deux doigts de pouvoir partir sur justement un programme qui avait pour vocation de pouvoir lui permettre de faire autre chose pendant plusieurs mois, d'être loin de ce cadre-là, de ce cadre social, pour pouvoir peut-être retrouver d'autres repères, retrouver d'autres codes et être capable, après, de profiter de cette opportunité pour s'émanciper. Et ça, c'est important. Concernant aussi les 10 000 opérations qu'il annonce Gérald Darmanin, ce n'est pas la première fois qu'il fait des week-ends coup de poing sur les rodéos urbains. Vous, l'expert en sécurité, est-ce que vous vous dites ce genre d'opération, ça peut être utile ou attention, coup de com'? Moi, je pense que ça peut être utile. Avoir un ministre de l'Intérieur sans faire aucune politique, vous le savez, j'en fais jamais, qui soit très volontaire et qui soit dans l'affichage assez musclé, assez offensif, moi, ça ne me déplaît pas. Qu'on fasse des contrôles, ça peut être préventif et au final, on fera quand même quelques interprétations. En tout état de cause, pour compléter ce qui a été dit, à l'évidence, il faut qu'il y ait un binôme dans ce pays qui fonctionne bien, c'est le binôme police-justice. Moi, j'ai toujours respecté la justice, c'est un métier difficile qui manque de moyens. Les gens croulent sur les dossiers. Il importe que ces gens aient des moyens et qu'on aille à la fin de la chaîne pénale, c'est-à-dire sur l'exécution des peines. Le sentiment d'impunité crée la récidive. C'est une catastrophe. C'est la certitude de la peine, dit-on souvent. Tout à fait. Il faut absolument que, sur cette thématique, on prenne la réalité en face, on ose dire les choses et on appuie sur l'accélérateur. C'est primordial. Je voudrais qu'on écoute aussi, on est retourné à Pontoise aujourd'hui avec Pierre-François Altermat, qui est allé à la rencontre des habitants quelques jours donc, après ce drame. Écoutez ce que lui ont dit les habitants de Pontoise. Ces jeunes qui font du rodéo cross, là, on sait très bien que ce sont 99% de motos volées. Et c'est sans casque, sans permis, sans licence, sans assurance, sans quoi que ce soit. Bon, voilà, c'est eux à qui on doit faire la chasse. Il faudrait rentrer dans les quartiers, mais ils ne rentrent pas. On fait semblant quand il y a un drame, et puis après, ça s'arrête là. Le dimanche, j'ai déjà vu qu'il y a des enfants qui courent avant les parents et des motos qui passent. Donc je pense qu'il faut serrer un petit peu. Ouais.
On le voit aussi, et on dit beaucoup sur notre antenne, ces habitants qui vivent aussi au contact de ces délinquants sont évidemment les premiers touchés par ces drames, comme il y a pu avoir à Pontoise. On fait une pause pendant quelques instants et on se retrouve sur CNews. On va notamment parler du budget. Quasiment 19h30 sur CNews. On continue de débattre de l'actualité avec mes invités, mais d'abord le point sur l'information avec Isabelle Piboulot. Le gouvernement en lutte contre les rodéos urbains, 10 000 opérations de contrôle au mois d'août sur l'ensemble du pays, c'est l'objectif fixé par Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur souhaite que les forces de l'ordre intensifient leurs efforts. Sur les 2 derniers mois, près de 8 000 opérations ont été menées, permettant d'interpeller 1 200 personnes et de saisir près de 700 engins. C'est une hausse inédite de 11,4%. Les crédits alloués dans le budget 2023 à l'éducation, au travail et aux solidarités vont augmenter de 12,5 milliards d'euros. D'après le ministre des Comptes publics, l'éducation nationale bénéficiera d'une hausse historique de ses crédits avec plus de 3,6 milliards d'euros. La France fait face à une sécheresse historique et la FNSEA alerte sur une possible pénurie de lait dans les mois à venir. Les animaux ne sont pas nourris dans les prés, mais grâce au fourrage prévu pour l'hiver. Conséquence, les agriculteurs s'inquiètent de ne pas avoir assez de provisions pour leurs bêtes, ce qui aurait des répercussions sur la production de lait. Les précisions donc sur le budget, elles ont été faites ce matin dans le journal Les Échos par Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics. Il présente les premiers arbitrages. Évidemment, il va falloir que tout ça passe à l'Assemblée. Ensuite, les précisions avec Marie Conan. Dans cet entretien, Gabriel Attal nous en dit plus sur les priorités du gouvernement pour 2023. Il y aura 3 blocs prioritaires correspondant aux 3 moteurs essentiels du quinquennat, la formation et l'emploi, le pôle régalien et la transition écologique. Les crédits du premier bloc concernent l'éducation, le travail et les solidarités. Vous le disiez, Olivier, forte progression pour ces 3 ministères de 12,5 milliards d'euros, soit une hausse inédite de 11,4%. Dans le détail, plus de la moitié ira à l'emploi, 6,7 milliards d'euros, pour notamment financer la montée en puissance de l'apprentissage. Toujours dans ce premier bloc, l'éducation nationale voit son budget augmenter de 3,6 milliards d'euros, une somme qui permettra peut-être à Emmanuel Macron de tenir une promesse de campagne, la garantie qu'aucun enseignant ne gagne moins de 2 000 euros net par mois. Enfin, les 2,2 milliards d'euros restants sont destinés aux solidarités. Concernant les 2 autres blocs prioritaires du quinquennat, même si l'augmentation du budget est moins importante, ils ne sont pas en reste. Plus 6,1 milliards d'euros pour le bloc régalien qui inclut les ministères de la Défense, de l'Intérieur, de la Justice et des Affaires étrangères. Plus 3,3 milliards d'euros pour le bloc environnement qui inclut les ministères de la Transition environnementale, de la cohésion des territoires et de l'agriculture. Marion Pariset, sur la philosophie, j'ai envie de dire, de ce budget, emploi, éducation, défense, ce sont 3 bonnes priorités ? Ce sont des priorités importantes, en effet, sur le régalien notamment. On parlait de la sécurité à l'instant. Sur la formation, on vient toucher aussi à une grosse problématique, puisqu'aujourd'hui, on a une crise des professions d'enseignants qu'on a sous-estimé, depuis longtemps et qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve en pénurie d'enseignants. Et ça, c'est un véritable problème, mais qui touche largement plus loin que simplement les enseignants. On a quasiment aujourd'hui une crise de la fonction publique. Et c'est important d'en parler parce que aujourd'hui, si on veut pouvoir financer un budget qui est important, qui prévoit des hausses de budget justement sur un certain nombre de thématiques, il faut se poser de la question aussi du financement. Et le financement, on l'a eu, la promesse d'Elisabeth Borne et d'Emmanuel Macron derrière, c'était de ne pas augmenter la dette, d'essayer de la réduire en dessous des 3%, de pouvoir aussi ne pas lever d'impôts supplémentaires, ne pas créer d'impôts supplémentaires. Et donc le financement doit se faire par une restructuration des moyens de l'État et de l'administration, de pouvoir être capable de rééquilibrer là où est attribué l'argent pour qu'on aille sur effectivement l'action de l'État et plus simplement sur l'administration.
l'administration. On voit le poids, par exemple, de l'administration dans les services hospitaliers qui est très lourd et qui pèse finalement sur le fonctionnement global et qui crée derrière des pénuries et des crises de profession qui sont problématiques parce qu'on perd des compétences derrière, on perd des compétences dans des secteurs clés qui sont les secteurs dans lesquels la France a besoin d'investir pour pouvoir se positionner dans l'avenir. Donc si on lâche sur ce point-là, on lâche surtout. Et les promesses d'ailleurs dont vous parliez sont rappelées par Gabriel Attal dans son interview aux Échos. Raphaël Steinville, le budget à l'Assemblée nationale, quand on voit comment ça se passe sur des textes comme le pouvoir d'achat, on se dit le gouvernement ne va pas s'ennuyer parce que faire voter son budget, c'est quand même un texte important et pour une certaine partie de l'opposition, c'est toujours gênant. On a tendance à dire que quand on vote un budget, c'est qu'on appartient à la majorité, même si c'est pas aussi simple. Mais... Oui, effectivement, ça va être un enjeu pour le gouvernement et on s'attend à la rentrée au mois d'octobre lorsqu'ils seront amenés à discuter de ce texte, des discussions animées. Après, ce budget tel qu'il a été présenté partiellement par Gabriel Attal, il est quand même assez conforme aux promesses d'Emmanuel Macron, notamment sur l'éducation. Ça a été rappelé, 3,6 milliards d'euros supplémentaires pour l'éducation nationale. Ça vient confirmer cette promesse de pouvoir mieux rémunérer les enseignants. Idem sur le régalien. Je pense notamment, parce qu'on a beaucoup parlé des questions de police, mais le budget de l'armée qui a été finalement consacré et fidèlement pour le coup aux promesses initiales d'Emmanuel Macron, mais depuis 2017 pour le coup. Donc il y a une certaine cohérence par rapport aux promesses. Après, il faut aussi s'interroger, puisqu'il nous a présenté les 3 grandes priorités, oui. Quels seront les grands sacrifiés de ce budget, parce que bien évidemment, pour que cela soit à l'équilibre, que cela respecte les engagements qui ont été pris à la fois de ne pas créer plus de dettes, ni de lever d'impôts supplémentaires, il va bien falloir faire des coupes quelque part. Alors dans les blocs qui ont été présentés par Gabriel Attal, il y a ce premier bloc où il met dedans éducation, travail et solidarité, progression de 12,5 milliards d'euros, soit une hausse inédite de 11,4%. Est-ce que, Marion Parizet, en fonction de la politique que veut mettre en place le gouvernement, on peut comprendre la logique de lier éducation, travail et solidarité, tout ça dans le même bloc de budget ? On peut la comprendre dans le sens où dans l'éducation, on a souvent une part qui est liée plus à la formation professionnelle et qui du coup crée ce pendant qui fait le lien entre l'éducation au sens de l'enseignement supérieur, au sens de l'éducation nationale et l'insertion professionnelle qui est aussi un pan qu'on a, même si c'est renforcé, longtemps délaissé. On n'a pas une tradition aujourd'hui, une tradition française, on a une tradition très académique, on aime bien les grandes écoles, on aime bien les beaux diplômes, mais on a du mal à valoriser les métiers manuels, les métiers techniques où aujourd'hui on a du travail et on a des besoins. Donc on a d'autant plus intérêt à pouvoir orienter et mettre des moyens sur ces domaines-là pour pouvoir permettre aussi de développer des qualités et des compétences qui sont reconnues en France, mais qui sont aussi appréciées à l'international et qui sont capables de permettre de garder des savoir-faire et des avantages comparatifs en France, dans un monde où on est vraiment en compétition, où on voit très bien quel jeu ça peut jouer sur le rôle que ça joue, par exemple, sur l'attractivité aux États-Unis, de la capacité à pouvoir avoir du travail dans des métiers techniques qui sont valorisés. Si on ne refait pas ce genre d'effort en France, on risque de passer à côté du train, de louper le train, de louper le coche et de finir à devoir finalement se reposer sur l'extérieur, sur un certain nombre de compétences, et notamment dans le domaine industriel. Raphaël Steinville. Oui, moi je trouve intéressant, et en même temps ça me dérange, cette espèce de confusion, cet ensemble qui a été créé avec l'éducation, l'emploi, la formation. Parce que ça traduit finalement une conception de l'éducation très utilitariste et finalement travail, donc. Exactement, alors même que l'éducation ou l'instruction devrait, en fait, on pressent déjà les sacrifices qui seront faits ou les coupes. À quoi bon faire du latin, du grec? Il y a un certain nombre de matières qui seront encore davantage délaissées parce que sur le marché de l'emploi, elles sont totalement inutiles, alors même qu'elles participent des humanités et de la construction de tout un chacun.
Je voudrais qu'on s'arrête un moment sur le budget justice, le budget donc de la justice qui va bénéficier d'une nouvelle hausse de 8% après 2 années d'augmentation de même montant. Pourquoi ? Notamment pour poursuivre le recrutement de nouveaux magistrats et de respecter les plans de construction de nouvelles places de prison. On l'a beaucoup dit tout au long de l'émission, Pascal Bito-Panelli, que parfois la justice ne fonctionnait pas assez bien, sans doute parce qu'on n'en a peut-être pas les moyens. Humain comme matériel, c'est une bonne nouvelle quand même de voir que depuis plusieurs années consécutives, le budget de la justice est en hausse. C'est une très bonne nouvelle, bien sûr, que les fonctionnaires qui travaillent dans des ministères exposés et qui ont de lourdes responsabilités sur la sécurité de notre pays, qui est quand même la première des libertés, soient bien dotés financièrement. C'est primordial, absolument. C'est une très bonne nouvelle et que les promesses soient tenues en est une autre. Justement, Marion Pariset, on l'a beaucoup dit et le gouvernement le sait aussi, cette justice, parfois, elle est un peu à la traîne, sans doute parce qu'elle ne peut pas tout traiter, parce qu'elle ne peut pas être partout. Quand on regarde le budget, c'est aussi le moyen de voir là où le gouvernement met ses priorités. Ils savent que la justice, cette réponse pénale, c'est peut-être un peu ce qui pêche et il faut tenter de la renforcer à coût notamment d'argent dans ce budget. À coup d'argent, il y en a besoin, mais il y a aussi besoin de formation, il y a besoin d'avoir aussi des juges qui soient présents, il y a besoin à tous les échelons de la chaîne pénale, c'est important. Là, ce qui est intéressant, je pense qu'en effet, ils en ont conscience, que la justice, aujourd'hui, s'ils n'en avaient pas conscience, on pourrait vraiment se poser des questions sur la compétence de ce gouvernement. Mais au-delà de ça, c'est aussi un des points faibles d'Emmanuel Macron, c'est le domaine sur lequel il avait fini son précédent quinquennat en étant le moins crédible, en étant vraiment où il n'a pas satisfait les Français, c'était le régalien. Donc aujourd'hui, en choisissant de faire un effort particulier, je pense qu'il est aussi dans une logique de rattrapage parce qu'il n'a pas su convaincre jusqu'à présent. Donc, ils mettent des moyens financiers, mais derrière, c'est des moyens d'organisation. On en a parlé tout à l'heure. C'est les moyens de faire en sorte que nos policiers soient protégés, qu'ils aient les moyens d'action. Et ce n'est pas uniquement des moyens financiers, même si ça compte beaucoup, d'avoir des moyens, des voitures, des motos qui soient en bon état, d'avoir des commissariats qui soient protégés avec des normes de sécurité importantes, etc. C'est aussi les moyens, l'encadrement juridique, l'encadrement réglementaire, de pouvoir accompagner les personnes qui donnent de leur temps, qui sont au service de l'État. Et ce n'est pas juste un petit choix simple de se dire je vais devenir fonctionnaire. Aujourd'hui, la sécurité de l'emploi, ça n'est pas suffisant pour engager une carrière dans la police. Donc on a besoin d'être à tous les niveaux aux côtés des policiers, aux côtés des agents du service public de manière générale. Raphaël Steinville, effectivement, elle le disait à l'instant, Marion Pariset, on a beaucoup dit que le régalien, c'était un petit peu le point d'échec d'Emmanuel Macron. Il met ses moyens dans la justice, certes, mais le 14 juillet, lors de son interview, il ne parle pas forcément de sécurité, de justice. Elisabeth Borne, n'en parle pas du tout. Elisabeth Borne, très absente pour l'instant sur ces sujets. Alors Gérald Darmanin, on en a parlé, on le voit beaucoup. Éric Dupond-Moretti, on ne l'a pas beaucoup entendu. Est-ce que Ils sont dans la même barque. Ils sont sur la même barque et ils ne rament pas dans le même sens, comme disait Régis Le Sommier. Oui, vous avez raison. Juste pour revenir sur ce budget, et notamment celui de la justice, plus 8%. Alors, il y a un effet rattrapage, mais c'est encore très en deçà des budgets d'un certain nombre de nos pays voisins, à commencer par l'Allemagne. Donc, il y a encore beaucoup d'efforts. Il faudra encore probablement beaucoup d'investissements, notamment pour les prisons, avant de solutionner un certain nombre de problèmes. Après, pour en revenir à votre question, vous avez raison. Aujourd'hui, on ne connaît pas la philosophie d'Emmanuel Macron sur tous ces sujets de police, de justice. Il y a un grand flou qui au sommet de l'État, comme s'il était mal à l'aise, qu'il était beaucoup plus enclin à parler pendant des heures d'Europe que de sujets très intérieurs. Et Gérald Darmanin, aujourd'hui, semble très seul. Alors, c'est la raison d'être de son ministère qui veut qu'il occupe le devant de la scène. Mais c'est vrai que, vous l'avez rappelé, Emmanuel Macron n'a pas dit un mot de ces questions de sécurité pendant son allocution du 14 juillet. Pas davantage qu'Elisabeth Borne ne s'exprime sur ces sujets. Et là, c'est problématique parce qu'on a l'impression qu'il y a une sorte de distorsion entre la tête de l'exécutif et le troisième personnage de ce gouvernement. Et on l'a vu dans le fait de décaler la loi qui devait être... Il a perdu un arbitrage très clairement. Exactement. Donc tout ça est très problématique et vient presque entraver déjà l'action de
et l'énergie que met Gérald Darmanin à vouloir changer les choses dans son ministère. Effectivement, tout à l'heure, vous aviez loué la bonne volonté de Gérald Darmanin, mais c'est vrai que le ministre de l'Intérieur, malgré toute la bonne volonté, s'il n'y a pas un peu une dynamique de groupe autour de ces sujets, s'il n'est pas soutenu par sa première ministre ou par son collègue de la Justice, c'est compliqué d'aller agir seul, quand bien même vous êtes ministre de l'Intérieur. Oui, c'est compliqué, effectivement. Je pense que M. Darmanin ne manque pas de dynamisme et de volonté. Je pense pas qu'on puisse parler du fait qu'il soit isolé, mais il monte beaucoup au créneau. Il essaye d'être au maximum efficace après pour que l'ensemble des fonctionnaires qu'il défend et qu'il commande puissent bénéficier de toute cette volonté politique. Ça peut prendre longtemps. On parle quand même, vous avez vu, de 15 millions d'euros en 5 ans sur une loi de programmation du ministère de l'Intérieur, ce qui est quand même quelque chose, je trouve, d'extrêmement positif pour équiper, former, changer le parc immobilier et véhicules de nos fonctionnaires, les protéger et bien sûr aussi, c'est un élément important, faire accéder les unités d'élite à la haute technologie. On a du matériel qui coûte cher, il faut que nos unités spéciales, ceux qui nous protègent au plus haut niveau du spectre, soient équipés avec le plus haut. On va parler maintenant du budget de l'éducation. On le disait tout à l'heure avec Marie Conan, elle bénéficie donc d'une hausse historique, plus 3,6 milliards de ses crédits. L'engagement donc du président de la République sur la poursuite de la hausse des salaires sera tenu et aucun enseignant normalement n'entrera dans la carrière à moins de 2 000 € net. C'est une première réponse forte, on le disait tout à l'heure, Marion Parizet, tout un tas de métiers dans la fonction publique doivent être revalorisés. Si on veut davantage d'enseignants, il faut à un moment donné que ça passe aussi par l'argent et par la rémunération. Il y a deux volets, il y a l'argent et puis il y a les conditions de travail. Donc aujourd'hui, on travaille sur l'argent, c'est déjà un bon point de départ. C'est essentiel parce que nos enseignants sont moins payés, par exemple, que ne sont les enseignants en Allemagne. Et ça crée des difficultés parce qu'en effet, à partir de là, pourquoi choisir la voie des concours, qui est une voie difficile, malgré tout, qui demande des études, etc., si on peut être mieux payé plus rapidement en prenant un contrat dans une boîte qui fait de l'aide aux devoirs ou d'autres fonctions de ce type. Donc on a vraiment besoin d'agir sur ce domaine-là, mais on a aussi besoin d'agir plus largement sur les conditions de travail. Et les conditions de travail, c'est-à-dire la façon dont sont déployés les professeurs, puisqu'ils peuvent être attribués à des établissements qui sont parfois loin de là où ils sont originaires, ce qui certes, a un intérêt parce que ça permet aussi, historiquement, c'est dans l'esprit de ce corps professoral, mais c'est aujourd'hui peut-être... Parfois quand même. Voilà, ça peut freiner un certain nombre de personnes et c'est pas forcément adapté quand on sait qu'après, il faut parfois 6 ans, 8 ans, 10 ans avant de pouvoir effectivement avoir la main sur le choix et sur la direction dans laquelle on va. Donc si on a en plus un mauvais salaire à côté, alors là, on n'a plus envie de faire d'efforts et on peut les comprendre. Mais il y a également derrière aussi toute la question du retour de l'autorité dans les classes. Parce que au final, on se retrouve quand on est professeur, quand on est jeune professeur d'autant plus, dans des classes qui sont compliquées, qui ont 30, 35 élèves et malheureusement, souvent, ils arrivent en bout de chaîne, ils arrivent déjà à des âges où c'est très compliqué de venir rétablir le respect de l'autorité. Et là, c'est bien plus tôt qu'il faut s'y prendre. Donc, il y a aussi des efforts en termes de méthodologie, parce que malheureusement, on recrute des fois des professeurs qui peuvent être très bons, très compétents dans un domaine. Mais être professeur, c'est pas juste connaître des choses, c'est pas juste... C'est aussi l'humain. C'est aussi de la pédagogie, c'est des méthodes, c'est de savoir s'imposer, de savoir gérer un groupe, de savoir gérer des personnes, des humains en face de soi. Et ça, mine de rien, il faut pouvoir être capable de former lorsque les personnes ne le sont pas déjà à travers leur formation, de pouvoir les accompagner et leur donner les clés au-delà de simplement les compétences techniques et les programmes à apprendre et à faire apprendre. Raphaël Steinville, d'abord justement sur ce qu'a dit Marion Parizet juste à l'instant. Alors d'abord, moi je souscris absolument à ce qui vient d'être dit. Après, il y a au-delà des questions budgétaires, il y a effectivement une question
qui est de savoir si l'éducation attire encore des vocations. Et aujourd'hui, la grande question, et quand bien même Pape Ndiaye nous a assuré qu'il y aurait un professeur derrière chaque bureau à la rentrée, je pense que cette question est loin d'être réglée. Alors on peut toujours mieux payer les enseignants, mais faute de pouvoir les recruter, faute de pouvoir les former, aujourd'hui, on se tourne vers des personnes qui n'ont pas du tout les capacités pour enseigner, qui seront vacataires, qui seront moins payés. Et donc, finalement, au-delà des chiffres, on assiste malgré tout, parce que l'éducation nationale est dans une telle crise, à une paupérisation toujours plus grande de cette grande et belle institution. Et ça, je trouve que c'est terrible. Alors, bien évidemment que c'est encourageant et c'est nécessaire qu'un effort budgétaire soit consenti pour l'éducation nationale. Je pense que malgré tout, ce sera encore insuffisant. Et parce que les problèmes sont tels qu'aujourd'hui, ce mammouth, comme disait Claude Allègre, au-delà d'être réformé, a besoin de faire encore rêver et de produire des vocations. Je voudrais qu'on écoute la réaction de Jean-Rémy Girard, président national du SNALC, justement sur ce budget de l'éducation nationale. On sait très bien qu'un budget, que ce soit l'éducation nationale ou ailleurs, c'est quelque chose d'assez compliqué. On sait très bien aussi qu'il y a autre chose, que cette augmentation qui est historique, c'est l'inflation, qui explique probablement en grande partie ces annonces. Donc nous, on attend, j'allais dire posément, de voir très exactement quelles seront les différentes cases de ce budget et ce qu'il y aura dedans. On remarquera au passage, simplement en termes d'annonces, que moi en tous les cas, j'ai pas très bien compris le fait d'avoir regroupé dans une sorte de grande annonce le travail, l'éducation nationale et les solidarités pour dire regardez, ça fait 12 milliards. À l'arrivée, on voit que l'éducation nationale, ça fait nettement moins que ça. Donc, une fois encore, il va falloir attendre de savoir exactement ce qui va se passer avec ce budget et comment il va être réparti, et éventuellement s'il y a des contreparties à une éventuelle augmentation de la rémunération. On sent Marion Parizet, certes, ce syndicaliste le dit quand même, c'est mieux que rien, et ça je pense que tout le monde le reconnaîtra, mais qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes, et notamment sur la façon dont Gabriel Attal a présenté ses chiffres. Du coup, comme il y a un gros bloc, on a un peu du mal à s'y retrouver. On peut plus facilement jouer au jeu des vases communicants. Oui, c'est souvent le cas quand on a des annonces comme ça. On attend toujours de voir effectivement derrière où seront attribuées effectivement les lignes budgétaires au final. Et ça va jouer beaucoup parce qu'en effet, malheureusement, l'éducation nationale manque de moyens pour financer, pour payer les professeurs, mais aussi à plein d'autres niveaux, simplement pour pouvoir avoir les moyens d'encadrer, d'avoir simplement des capacités à tous les niveaux qui fonctionnent bien, pour avoir des lycées qui fonctionnent bien. Et ça va dépendre plus largement de rentrer dans les détails, de savoir exactement combien va au travail, combien va à la formation. On va rentrer dans des petits calculs et il faudra, je pense, et tout le monde sera extrêmement attentif, à mon avis, sur la répartition effective de ces budgets-là. Et surtout, il faudra voir, après passage à l'Assemblée nationale, exactement, à quoi ressemble ce budget. Parce qu'on le rappelle que pour l'instant, ce sont les bonnes intentions du gouvernement. Il va falloir ensuite négocier avec le Rassemblement national ou avec la NUS. Pour terminer rapidement, Pascal Bito-Panelli, c'est vrai qu'on entend dans ce budget aussi une volonté, et on dit que le travail paye davantage, de revaloriser. Il y a beaucoup de métiers où, au-delà de l'argent, comme vous le disiez, il y a aussi cette crise d'autorité. C'est vrai pour les médecins, c'est vrai pour les pompiers, c'est vrai pour les forces de l'ordre. Des métiers qu'on respectait il n'y a encore pas si longtemps que ça. Et aujourd'hui, quand on s'engage, quand on est un jeune qui s'engage, il faut aussi qu'on prenne en compte ce changement de philosophie autour de la vision de ces métiers. Complètement, c'est difficile de susciter des vocations, mais en même temps, ça ne l'est pas parce que quand on va vers un métier d'engagement, vers un métier un peu de sacerdoce, quand on sait à l'avance qu'on va avoir un métier difficile mais qu'on va aimer, on va jusqu'au bout des choses. Ce qu'il faut, bien sûr, vous avez raison, c'est protéger ces gens et essayer de leur donner toutes les armes pour non seulement qu'ils réussissent bien et pour l'enseignement national, qu'ils transmettent au mieux. C'est la grande noblesse de ce métier, la transmission et la pédagogie. Merci à tous les trois d'avoir été mes invités. Merci à Raphaël Steinville, Marion Parizet et Pascal Bito-Panelli. Dans un instant, vous retrouvez Elliott Deval avec ses invités dans l'heure des pros.